Mes parents ont piégé ma fille adoptive de 9 ans pour vol et ont appelé les services sociaux, exigeant qu'on nous l'enlève. On ne peut pas la garder, a dit ma mère avec un venin que je ne lui connaissais pas, elle a de mauvais gènes. Face à une trahison aussi monstrueuse, je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai agi. 7 jours plus tard, c'était eux qui m'appelaient, en panique, car leur monde parfaitement orchestré était en train de s'effondrer, et j'étais celle qui tenait le détonateur. Avant de plonger dans les détails de cette histoire incroyable, qui, je vous le promets, vous tiendra en haleine, j'aimerais prendre un instant pour me connecter avec vous. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez en ce moment. Est-ce le matin chez vous, avec une tasse de café, ou le soir, alors que le calme s'installe? J'adore lire vos messages et imaginer cette communauté que nous formons, unis par le pouvoir des histoires. Mon histoire, ou plutôt la nôtre, commence comme un rêve fragile, tissé de larmes et d'espoir. Je m'appelle Apolline. Pendant près de 10 ans, mon mari Marceau et moi avons arpenté le désert aride de l'infertilité. C'était un chemin pavé de rendez-vous médicaux, d'aiguilles, de silences lourds après chaque test négatif. C'était un deuil mensuel, une douleur sourde qui menaçait de fissurer les fondations de notre couple. Mais notre amour, heureusement, était plus résilient que mon corps. Il a été notre ancre, notre boussole. Et lorsque nous avons finalement accepté que notre chemin vers la parentalité serait différent, cette boussole nous a guidés vers le plus lumineux des horizons, l'adoption. L'arrivée d'Augustine a été comme le premier jour du printemps après un hiver interminable. À 9 ans, elle n'était pas un bébé, mais une petite personne déjà pleine de vie, de blessures aussi, mais avec une capacité à s'émerveiller qui forçait l'admiration. Ses yeux, immenses et couleur noisette, semblaient contenir toute la curiosité du monde. Son sourire, d'abord timide, puis éclatant, avait le pouvoir de chasser toutes les ombres. Notre maison, une jolie meulière dans la banlieue tranquille de Lyon, s'est enfin éveillée. Les murs, qui avaient longtemps résonné du silence de notre attente, se sont imprégnés de ses rires, du son de ses petits pieds courant dans l'escalier, de sa voix nous appelant « maman » et « papa ». C'était une symphonie. Le son du bonheur. Nous étions enfin une famille. Mais dans chaque tableau idyllique se cache une ombre. Et dans le nôtre, l'ombre était projetée par ma propre mère, Clotilde. Pour le monde extérieur, ma mère est une icône. L'épouse parfaite de mon père, Amaury, un homme bon mais dont la volonté avait été laminée par des décennies de mariage. Clotilde est le pilier de son cercle social, une femme à l'élégance étudiée, dont la maison est un musée et la réputation un temple. Mon enfance a été un long apprentissage pour devenir une prêtresse de ce temple. J'étais sa vitrine, le reflet de sa perfection. L'amour, dans notre maison, n'était pas un dû, mais une récompense. Une bonne note, un récital de piano sans faute, une amitié appropriée, tout cela me valait un sourire approbateur. Un échec, une opinion divergente, et c'était le froid, le silence, la déception palpable qui me faisait sentir comme la pire des filles. Je me souviens, j'avais 10 ans. J'avais gagné le 2e prix à un concours de dessin. J'étais si fière. J'ai couru lui montrer mon diplôme et mon ruban bleu. Elle a regardé le papier, puis m'a regardé, un pli de déception au coin des lèvres. Le 2e prix? C'est bien. Qui a eu le premier? Cette question a éteint toute ma joie. Ce n'était jamais assez. Je n'étais jamais assez. L'annonce de notre décision d'adopter a été, pour elle, l'échec suprême. Pas le mien. Le sien. Son incapacité à avoir une descendance biologique directe par sa fille unique. Elle a masqué son horreur derrière un sourire glacial et cette phrase qui me hante encore, « Tant que tu es heureuse, ma chérie, même si les gens parleront. » Les gens. Son public. Son obsession. Augustine, avec son histoire, son sang inconnu, était une insulte à sa maîtrise du monde, une note fausse dans sa partition parfaite. Je m'étais persuadée, avec la naïveté d'une fille qui n'arrête jamais tout à fait d'espérer, que l'évidence de l'amour que nous portions à Augustine finirait par la toucher. Je pensais que le bonheur de sa propre fille, un bonheur si tangible, si vibrant, aurait plus de poids que le « qu'en dira-t-on ». Je n'avais pas compris qu'aux yeux d'une narcissique, le bonheur des autres n'existe pas. Il n'y a que son propre reflet. Et Augustine, malheureusement, déformait ce reflet.
Le téléphone a sonné un mardi après-midi, alors que j'aidais Augustine avec ses devoirs de mathématiques. Le nom de « maman » s'est affiché sur l'écran, et comme toujours, une petite boule d'anxiété s'est formée dans mon ventre. « Apolline, ma chérie. J'espère que je ne te dérange pas. » Sa voix était sirupeuse, un ton qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait quelque chose. « Non, pas du tout. »« Comment vas-tu » ai-je répondu, prudente. « Très bien. Je suis en plein préparatif. Tu n'oublies pas, j'espère ? Les 50 ans de mariage avec ton père. Ce sera l'événement de l'année, a-t-elle lancé, avec une pointe de suffisance. Nous organisons une grande réception à la maison, à Écully. J'ai fait appel au meilleur traiteur de Lyon. Tout le gratin sera là. Je pouvais déjà visualiser la scène. Les sourires figés, les conversations superficielles, l'alcool qui coule à flot et les jugements murmurés dans les coins. Bien sûr que je n'ai pas oublié, maman. Nous serons là. Merveilleux, a-t-elle ronronné. Puis, la demande est tombée, enrobée de faux sucre. Et je compte sur toi pour qu'Augustine soit sur son 31. J'ai vu une petite robe adorable chez Jacadi en ville. Il faut que tout soit absolument parfait. Tu comprends, nous devons présenter une image de famille impeccable. Une famille unie, heureuse, et complète. Ce dernier mot, complète, était une flèche empoisonnée. Elle sous-entendait que, grâce à sa magnanimité, elle incluait Augustine dans ce cercle familial, faisant de sa présence une faveur, et non un droit. En raccrochant, un malaise m'a envahi. J'ai raconté la conversation à Marceau le soir même. Il a écouté attentivement, son expression se durcissant au fur et à mesure. Une image de famille impeccable, a-t-il répété, le sarcasme perçant dans sa voix. Fais attention, mon amour. Ta mère est une metteuse en scène. Elle ne place jamais un accessoire au hasard. Si elle insiste autant sur la présence d'Augustine, c'est qu'elle lui a assigné un rôle dans sa pièce. Et je doute que ce soit le premier rôle. J'ai soupiré. Tu es trop dur avec elle. Peut-être qu'elle essaie, sincèrement. Marceau m'a prise par les épaules, son regard intense plongeant dans le mien. Apolline, je t'aime. Mais ton optimisme face à ta mère est ton talon d'Achille. Ouvre les yeux. Elle ne voit pas Augustine. Elle voit un problème à gérer, ou une opportunité à exploiter. Quelques jours plus tard, comme pour confirmer les craintes de Marceau, Clotilde a rappelé. Le prétexte était futile, mais le véritable sujet est vite arrivé sur le tapis. Au fait, je pense que je vais porter la broche en jade de grand-mère Hélène pour la fête, a-t-elle annoncé d'un ton faussement détaché. Tu sais, celle avec le dragon sculpté. C'est une pièce si importante. Elle a été transmise de génération en génération, à la première-née de la famille. Le sous-entendu était clair comme de l'eau de roche. J'étais la première-née, mais je n'avais pas produit de descendante légitime. La broche, symbole de cette lignée ininterrompue, lui resterait. C'était sa façon de me rappeler ma défaillance. Cette conversation m'a glacée. La broche n'était pas un bijou. C'était le sceptre de son pouvoir, le symbole de tout ce qui nous séparait. C'était la matérialisation de son obsession pour le sang, pour la lignée, pour ce monde exclusif où Augustine n'aurait jamais sa place. Pourtant, malgré tous ces signaux d'alarme qui clignotaient en rouge dans mon esprit, j'ai continué. J'ai acheté la robe. J'ai préparé ma fille. Parce qu'une partie de moi, cette petite fille de 10 ans avec son ruban bleu, espérait encore désespérément que, cette fois, ce serait différent. Que cette fois, je serais assez bien. Que ma famille serait assez bien. La villa de mes parents était méconnaissable. Des centaines de petites lumières avaient été suspendues aux branches des cèdres centenaires, transformant le parc en une sorte de ciel étoilé inversé. Des serveurs en uniforme noir circulaient avec des plateaux de champagne et de petits fours. La musique classique flottait dans l'air, se mêlant au bourdonnement des conversations mondaines. C'était le théâtre de Clotilde, et ce soir, elle donnait la plus grande représentation de sa vie. Elle nous a accueillis sur le perron, resplendissante dans une robe de créateur, la fameuse broche en jade épinglée sur son cœur. Elle a fait une démonstration d'affection exagérée envers Augustine, se penchant pour l'embrasser sur les 2 joues, un geste qu'elle n'avait jamais fait auparavant. « Te voilà, ma petite.
Comme tu es ravissante dans cette robe, a-t-elle claironné pour que tout le monde entende. Augustine, intimidée par tant d'agitation, s'est réfugiée derrière la jambe de Marceau. Le regard de ma mère a balayé l'assemblée, s'assurant que sa performance avait été dûment observée. Pendant le reste de la soirée, elle a continué son manège, nous présentant à ses amis, posant sa main sur l'épaule d'Augustine, la qualifiant de « rayon de soleil entré dans nos vies ». C'était un mensonge si bien ficelé que même moi, j'ai eu un fugace instant de doute. Et si Marceau s'était trompé? Et si elle avait vraiment changé? L'illusion s'est brisée 1 heure plus tard. Nous discutions avec un couple d'amis de mes parents lorsque l'incident, si parfaitement orchestré, s'est produit. Augustine tenait un verre de jus de pomme. Ma mère, passant derrière elle pour aller saluer de nouveaux arrivants, a fait un écart malencontreux. Son sac à main a heurté le bras d'Augustine, et le liquide ambré s'est répandu sur le devant de la belle robe bleue. Oh, mon Dieu! Quelle catastrophe! Je suis impardonnable, quelle maladroite je fais, s'est écriée Clotilde, sa voix pleine d'une fausse consternation. Augustine, au bord des larmes, regardait la tache sombre s'étendre sur le tissu. Ce n'est rien, maman, je vais l'emmener se changer, ai-je dit, voulant extraire ma fille de cette situation au plus vite. Absolument pas, a-t-elle insisté, me barrant le chemin avec une autorité souriante. Je suis la coupable, c'est à moi de réparer. Viens, ma puce, mamie va arranger ça. J'ai un produit miracle à l'étage. Le mot « mamie » a sonné l'alarme dans ma tête. Elle ne l'avait jamais utilisé. Mon instinct de mère a hurlé. J'ai essayé de la suivre, mais elle m'a repoussé gentiment. Reste avec nos invités, chérie, je m'en occupe en 2 minutes. Elle a pris Augustine par la main et l'a entraînée vers le grand escalier. J'ai vu le regard de Marceau, dur et inquiet. Il avait compris, lui aussi. J'allais les suivre malgré tout, quand mon père s'est approché de moi. Apolline, viens voir. Les rosiers que j'ai plantés au printemps sont magnifiques. J'aimerais avoir ton avis. Son ton était faussement enjoué, mais ses yeux fuyaient les miens. Il était complice. Il jouait son rôle, celui du diversionniste. Prise au piège par les conventions, par des années d'obéissance, je l'ai suivi à contre-cœur dans le jardin. La conversation était un supplice. Il me parlait d'engrais et de pucerons, tandis que mon esprit était resté à l'étage, avec ma fille, seule avec ce monstre. Quand nous sommes enfin repartis, bien plus tard, l'angoisse me tordait les entrailles. Dans la précipitation, Augustine ne retrouvait plus son petit sac à dos rose, celui qui ne la quittait jamais. Nous reviendrons le chercher demain, ai-je dit, voulant juste fuir cet endroit. Oui, ne vous en faites pas, a répondu ma mère, son sourire d'hôtesse parfaite de nouveau en place. Il ne risque rien ici. Alors que nous nous éloignions dans l'allée sombre, j'ai regardé en arrière et j'ai vu sa silhouette sur le perron illuminé. Elle nous faisait un signe de la main. Ce n'était pas un adieu. C'était un salut triomphant. Le prédateur venait de voir sa proie tomber docilement dans le piège. Le silence dans la voiture sur le chemin du retour était aussi lourd qu'une pierre tombale. Marceau tenait le volant, ses jointures blanches de colère. Augustine s'était endormie à l'arrière, épuisée par l'agitation et la tension qu'elle avait dû ressentir sans la comprendre. Je regardais les lumières de la ville défiler, mais je ne voyais rien. Mon esprit repassait chaque détail de la soirée, chaque mot, chaque regard. C'était là, sous mes yeux. Un plan, méthodique, cruel. Le verre renversé, l'isolement à l'étage, la diversion de mon père, le sac perdu. C'était une chorégraphie macabre. Le coup de fil est arrivé le lendemain matin, à 9 heures. Comme si elle avait attendu le moment parfait, l'heure où le monde des gens normaux commence sa journée, pour faire basculer le nôtre dans l'horreur. Apolline? C'est affreux. Je ne sais pas comment te le dire. Sa voix était un chef-d'œuvre de comédie, brisé par des sanglots parfaitement maîtrisés. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Je savais ce qui venait. La broche. Apolline, la broche en jade a disparu. Mon sang s'est transformé en glace. Même en m'y attendant, la réalité du mot prononcé était un choc physique. Qu'est-ce que tu racontes, maman, ai-je demandé, ma voix plus plate que je ne l'aurais voulu. Je l'ai enlevée hier soir avant de me coucher,
je l'ai posée dans mon coffret à bijoux sur la commode. Ce matin, elle n'y est plus. J'ai cherché partout, retourné la chambre. Un silence dramatique. Et puis, hier soir, Augustine était la seule personne, à part ton père et moi, à être montée dans notre chambre. La rage a surgi, brûlante. Arrête, ai-je sifflé. Arrête tout de suite ce petit jeu immonde. Mais ce n'est pas un jeu, a-t-elle crié, sa voix montant dans les aigus. Ouvre les yeux enfin. Qui veux-tu que ce soit? Le personnel du traiteur? Ils sont restés au rez-de-chaussée toute la soirée. On ne sait rien de cet enfant, Apolline. Rien de son passé, rien des gens qui l'ont faite. C'était une attaque frontale, non seulement contre Augustine, mais contre mon choix, contre ma maternité. Contre moi. Elle n'a rien fait et tu le sais très bien, ai-je hurlé, incapable de me contenir plus longtemps. Et c'est là qu'elle a sorti son arme ultime. La phrase qu'elle avait gardée pour la fin, pour m'achever. On ne peut pas la garder, Apolline. C'est trop risqué pour nous tous. Elle a de mauvais gènes. Mauvais gènes. Ces 3 mots ont eu l'effet d'une déflagration nucléaire dans mon cœur. Ce n'était plus une accusation de vol. C'était une condamnation. Une sentence prononcée sur la base de son sang, de son origine inconnue. Ma fille, mon amour, mon miracle, réduite à une tare génétique. Ma nausée était si forte que j'ai dû m'asseoir. Et j'ai une preuve, a-t-elle continué, sa voix maintenant débarrassée de toute fausse émotion, dure et victorieuse. Son petit sac rose était resté dans l'entrée. Je l'ai ouvert, juste au cas où. La broche était dedans, Apolline. Je l'ai là, dans ma main. Le mensonge était si parfait, si complet. Elle avait pensé à tout. Tu as fait ça, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour elle. Tu as tout manigancé. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle rétorqué, glaciale. Je sais juste qu'une voleuse dort sous ton toit. Et j'ai fait mon devoir. J'ai appelé l'aide sociale à l'enfance. Ils ont tout le dossier. Ils vont s'occuper de ça. C'est la meilleure chose à faire pour protéger le nom et la réputation de cette famille. Son obsession. La réputation. Le mot qui justifiait toutes les cruautés. J'ai raccroché sans un mot de plus. Le son de la tonalité était comme le son du vide. J'ai regardé Marceau, qui se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage livide. Il avait tout entendu. Il n'a pas posé de questions. Il est venu vers moi, m'a prise dans ses bras alors que je commençais à trembler de manière incontrôlable. La fille en moi voulait s'effondrer. Mais la mère, elle, se relevait. La peine laissait place à une fureur froide, une lucidité terrifiante. Ce n'était plus ma mère. C'était mon ennemi. Et j'allais la détruire. L'univers semblait s'être contracté pour ne plus être que notre cuisine, où le soleil matinal jetait des rectangles de lumière sur le sol, une lumière ironique et cruelle qui contrastait avec les ténèbres qui venaient de nous envelopper. Le choc de l'annonce de ma mère était encore vibrant dans l'air, une onde de choc invisible mais palpable. L'acronyme AE se tournait en boucle dans ma tête. Aide sociale à l'enfance. 3 mots qui incarnaient la plus grande peur de tout parent, la peur que l'État vienne juger votre foyer, votre amour, et décide qu'il n'est pas suffisant. L'attente a été brève, et c'est peut-être ce qui l'a rendue encore plus insupportable. Chaque sonnerie de téléphone était un sursaut. Quand l'appel est finalement arrivé, moins de 2 heures après celui de ma mère, c'est Marceau qui a décroché, me faisant signe de me taire. Il a mis le haut-parleur. La voix à l'autre bout du fil était celle d'une femme, calme, posée, d'une neutralité professionnelle qui était 1000 fois plus effrayante que n'importe quelle colère. Bonjour, je parle bien à monsieur ou madame Valois. C'est monsieur Valois, a répondu Marceau, sa propre voix tendue. Je suis madame Girard, de l'aide sociale à l'enfance. Je vous appelle suite à un signalement que nous avons reçu ce matin, qualifié de préoccupant, concernant votre fille, Augustine. Le mot « signalement ». Un terme si bureaucratique, si déshumanisé, pour décrire un acte d'une telle vilainie. Madame Girard a continué, déroulant le protocole d'une voix monotone. Elle nous a informé qu'une enquête officielle était désormais ouverte. Qu'ils avaient l'obligation légale de vérifier la validité des allégations.
qu'une visite à notre domicile serait programmée. Et puis, la bombe. Dans le cadre de cette procédure d'évaluation, nous devrons également nous entretenir avec l'enfant. Seul, bien entendu, pour garantir la liberté de sa parole. J'ai étouffé un cri. Une image s'est imposée à moi, d'une netteté insoutenable, Augustine, assise sur une chaise trop grande pour elle, dans une pièce inconnue, face à cette femme à la voix sans âme, qui lui poserait des questions qu'elle ne comprendrait même pas. As-tu pris le bijou de ta grand-mère? Pourquoi as-tu fait ça? J'imaginais la confusion dans ses grands yeux, la peur, la honte qui pourrait s'insinuer en elle, le poison du doute. Ils allaient la traiter comme une petite criminelle. Ils allaient la briser. Marceau a pris la parole, sa voix tremblante de fureur contenue. Madame, ce signalement est un mensonge. Une calomnie. C'est une histoire de famille complexe. Je comprends, monsieur, l'a-t-elle coupé, toujours aussi placide. Et vous aurez tout le loisir de nous donner votre version des faits lors de notre visite. Pour l'instant, je dois simplement fixer une date. Que diriez-vous de mardi prochain, à 14 heures? Mardi. Cela nous laissait moins d'une semaine. 7 jours. 168 heures pour déconstruire un mensonge parfait et arrêter une machine administrative aveugle et implacable. Marceau a confirmé le rendez-vous, puis a raccroché brutalement. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ils n'approcheront pas d'elle, a-t-il grondé, plus pour se convaincre lui-même que pour me rassurer. C'est ce qu'elle voulait, ai-je soufflé. Ce n'était même pas une question de vol. C'était ça, son but. Nous faire peur. Nous faire douter. Nous faire passer pour des parents incapables aux yeux du monde, pour qu'elle puisse dire « Je vous l'avais bien dit, point ». Cet appel a été le catalyseur. La peur s'est changée en une rage froide et déterminée. Ce n'était plus une vendetta personnelle. C'était une course contre la montre pour protéger l'innocence de ma fille. Et vous, qui m'écoutez, qu'auriez-vous ressenti à ma place? Face à une telle injustice, face à la menace de voir votre enfant interrogé par les services sociaux, quelle aurait été votre première pensée? La peur? La colère? Ou, comme moi, une détermination glaciale à faire tomber les masques, quel qu'en soit le prix? Racontez-moi dans les commentaires. La voix de l'assistante sociale résonnait encore dans mes oreilles, un écho froid et menaçant. Le temps nous était compté. La panique était une bête tapie dans l'ombre, prête à bondir. Je l'ai forcée à reculer en me concentrant sur une seule chose, la logique. Ma mère avait construit un piège, et chaque piège a une faille. Il fallait que je la trouve. Comment avait-elle pu être aussi sûre d'elle? Si arrogante au point de croire que son mensonge ne serait jamais découvert? Et soudain, comme un flash, une réminiscence. Un dimanche après-midi, quelques mois auparavant. Mon père, tout fier, nous faisait faire le tour du propriétaire. Mais la visite n'était pas pour les nouvelles roses du jardin. C'était pour son nouveau « bébé », un système de sécurité hors de prix, une forteresse numérique avec des caméras HD, des détecteurs de mouvement, et une application pour tout contrôler sur son smartphone. Et le meilleur, s'était-il vanté, c'est que tout est enregistré en continu sur le cloud. Un serveur sécurisé. Même si un voleur emporte l'enregistreur, les images, elles, sont intouchables. Ces paroles m'étaient revenues avec la force d'une révélation. Les images sont intouchables. L'arrogance de ma mère était sa faille. Dans son obsession de protéger sa maison des menaces extérieures, elle n'avait pas pensé que la plus grande menace pour son plan viendrait de l'intérieur de sa propre technologie. Mes doigts ont cherché mon téléphone avec une fièvre nouvelle. J'ai fait défiler mes contacts, le cœur battant, jusqu'à trouver son nom, Thibaut. Mon cousin. Le geek de la famille. Celui que ma mère avait toujours regardé de haut avec un mélange de pitié et de dédain parce qu'il passait ses journées à jouer avec des ordinateurs au lieu de poursuivre une carrière respectable. Pour moi, en cet instant, il était mon seul espoir. Quand il a décroché, ma voix s'est brisée. J'ai déversé le flot incohérent de l'horreur des dernières 24 heures. L'accusation, la broche, l'ASE, les mauvais gènes. Il n'a pas dit un mot, écoutant avec une patience infinie, ponctuant juste mon récit de quelques « je vois », d'accord. Quand j'ai terminé, à bout de souffle, il a laissé passer un long silence. Puis, il a dit
et sa voix était pleine d'un dégoût las. Tante Clotilde, elle ne changera donc jamais. Tu sais qu'elle m'a accusé d'avoir volé un billet de 20 € dans son sac à main quand j'avais 12 ans? C'était l'argent que grand-mère m'avait donné pour mon anniversaire. Elle ne supportait pas que je l'aie eu directement, sans passer par elle. Elle a toujours eu besoin de tout contrôler. Cette confidence, ce souvenir partagé d'une injustice passée, a créé un lien instantané. Il me comprenait. Il me croyait. Thibaut, ai-je repris, ma voix plus ferme. Leur système de sécurité. Papa disait que tout était stocké sur un cloud. Est-ce qu'il y aurait un moyen, n'importe lequel, d'accéder à ces enregistrements? Le silence à l'autre bout du fil s'était étiré. Je pouvais presque l'entendre peser le pour et le contre. Apolline, ce que tu me demandes, c'est extrêmement dangereux, a-t-il finalement dit, sa voix sérieuse. C'est une violation de la vie privée, c'est un délit pénal. Si je me fais prendre, je peux dire adieu à mon travail, et bonjour les ennuis judiciaires. Ils veulent interroger ma fille, Thibaut, ai-je plaidé, sentant les larmes remonter. Ils vont la traiter comme une criminelle. C'est la seule chose qui compte. S'il te plaît. J'ai entendu le cliquetis de son clavier mécanique. Donne-moi toutes les infos que tu as. La marque du système, l'adresse email de ton père, tout ce qui te passe par la tête. Je lui ai tout donné. Avant de raccrocher, il a ajouté, je vais regarder. Mais ne te fais pas de faux espoirs. Ces systèmes sont conçus pour être des coffres-forts. Et connaissant ta mère, elle a probablement choisi le modèle le plus cher et le plus sécurisé. Je me suis accroché à ce mince filet d'espoir. Mais quelques heures plus tard, quand Thibaut a rappelé, sa voix était sombre. J'ai une très, très mauvaise nouvelle. Je suis aux portes de la forteresse, mais impossible d'entrer. Elle a activé une option de sécurité maximale. Je suis bloqué. Pendant que Thibaut se heurtait aux murailles numériques érigées par ma mère, celle-ci continuait sa guerre de sape sur un terrain qu'elle maîtrisait à la perfection, les liens du sang. Elle a activé son réseau, non pas pour chercher du réconfort, mais pour recruter des soldats à sa cause, pour m'isoler et me faire passer pour folle. Le téléphone a commencé à sonner, et chaque appel était un nouveau front qui s'ouvrait. D'abord, ma tante Béatrice, sa sœur cadette et sa plus fidèle lieutenante. Sa voix était un mélange de pitié condescendante et de reproches amers. Apolline, ma chérie, ta mère m'a tout raconté. Je suis si peinée pour vous. Mais il faut être raisonnable. Parfois, l'amour nous aveugle. Cette petite a des problèmes, c'est évident. Tu ne peux pas le nier. Tante Béatrice, c'est un mensonge, ai-je tenté de protester, ma voix tremblante. Maman a tout inventé, elle a piégé Augustine. Il y a eu un silence glacial. Écoute-toi parler, Apolline. Tu es sous le choc, tu deviens paranoïaque. Ta mère, faire une chose pareille? C'est ridicule. Tu devrais penser à te faire aider. Et surtout, penser au bien de cet enfant, qui n'est peut-être pas à sa place dans notre famille. J'ai raccroché, le cœur en miettes. Pas à sa place. C'était la doctrine de ma mère, répétée par ses disciples. Ensuite, ce fut mon oncle Michel, le mari de Béatrice. Son approche était différente, faussement pragmatique. Écoute, Apolline, je ne me mêle pas de vos histoires de femmes. Mais pense aux conséquences. Un scandale, l'ASE. C'est mauvais pour les affaires, pour le nom. Ta mère essaie juste de protéger la famille. Parfois, il faut savoir couper une branche pourrie pour sauver l'arbre. La branche pourrie. Il parlait de ma fille. De mon enfant de 9 ans. La violence de ces mots m'a coupé le souffle. Les messages ont suivi. Des cousins, des cousines. Certains, plus directs, m'accusaient d'ingratitude envers mes parents. D'autres, plus hypocrites, m'envoyaient des messages de soutien empoisonné, du type « Je suis sûr que tout va s'arranger, mais ta mère a beaucoup de peine, tu devrais l'appeler ». Chaque message, chaque appel, était une pierre de plus ajoutée au mur qui se construisait autour de moi. Ils ne cherchaient pas la vérité. Ils avaient déjà choisi leur camp. Le camp du pouvoir, de l'habitude, de la respectabilité. Le camp de Clotilde. J'étais assise sur le canapé,
mon téléphone vibrant sans cesse sur la table basse, chaque vibration comme une petite décharge électrique. Je me sentais sombrer. Marceau a vu la détresse dans mes yeux. Il s'est approché, a pris le téléphone, et l'a éteint. Ça suffit, a-t-il dit d'une voix sans appel. Le monde extérieur n'existe plus pour le moment. Il n'y a que nous. Toi, moi, et Augustine. C'est tout ce qui compte. Il s'est assis à côté de moi et m'a prise dans ses bras. Je me suis laissé aller, pleurant enfin toutes les larmes de rage, de chagrin et de solitude que je contenais depuis la veille. Sa présence était mon seul refuge, la seule vérité dans ce monde de mensonges. C'est au milieu de ce chaos que Thibaut a rappelé sur le portable de Marceau. J'ai une mauvaise nouvelle, et une idée folle, a-t-il dit sans préambule. La mauvaise nouvelle, c'est que tante Clotilde a activé l'authentification à 2 facteurs. Pour faire simple, chaque fois que j'essaie de me connecter, le système envoie un code unique sur son téléphone. Sans ce code, je suis comme un cambrioleur devant un coffre-fort dont il connaît la combinaison, mais qui a besoin d'une clé physique pour l'ouvrir. Mon espoir s'est effondré. Donc c'est impossible. Pas impossible, a-t-il corrigé. Juste beaucoup, beaucoup plus risqué. L'idée folle, c'est qu'il nous faut un accès physique. Il faut que tu ailles là-bas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? L'idée de retourner dans cette maison, le théâtre de mon humiliation, me donnait la nausée. C'était comme demander à une proie de retourner volontairement dans la gueule du loup. Aller? Pour faire quoi, ai-je demandé, ma voix un fil. Il me faut un cheval de Troie, a expliqué Thibaut, son ton de technicien passionné contrastant avec la gravité de la situation. J'ai tout ce qu'il faut. C'est une simple clé USB, d'apparence banale. Mais à l'intérieur, j'ai codé un petit programme. Si tu arrives à la brancher sur le port USB de leur routeur Wi-Fi, le programme s'exécutera en moins de 30 secondes. Il installera une « porte dérobée » dans leur réseau, un petit tunnel secret par lequel je pourrai ensuite m'infiltrer et contourner l'authentification. Mais il faut que ce soit physique. Et tu ne dois pas te faire prendre. 30 secondes. 30 secondes pour sauver ma fille, ou pour tout perdre. Le plan était insensé. C'était un pari impossible. Comment suis-je censé faire ça, Thibaut? Entrer chez eux et dire « Excusez-moi, je peux juste brancher ma clé USB sur votre routeur ?» C'est là que tu dois être maligne, a rétorqué Marceau, qui avait tout entendu. C'est là que tu dois utiliser leur propre arrogance contre eux. Nous avons passé l'heure suivante à élaborer une stratégie. Le prétexte était crucial. Pas de supplication, pas d'excuses. Cela la mettrait en position de force. Il fallait jouer l'offensive, mais une offensive masquée. Tu vas l'appeler, a décidé Marceau. Tu vas lui dire que tu as bien réfléchi, et que tu viens récupérer les dernières affaires d'Augustine, et lui rendre quelques babioles à eux qui traînaient chez nous. Et que tu veux lui parler une dernière fois, d'adulte à adulte, avant que les avocats ne prennent le relais. Le mot « avocat » était le coup de génie. Il allait la piquer au vif, mais aussi la rassurer. Elle penserait que j'avais abandonné la voie émotionnelle pour la voie légale, une voie qu'elle pensait maîtriser. Elle accepterait, par pure curiosité et par désir de savourer sa victoire une dernière fois en face à face. J'ai pris une grande inspiration et j'ai composé son numéro. Ma voix, je l'ai voulue froide, distante, presque lasse. J'ai récité le texte que nous avions préparé. Comme prévu, après une hésitation feinte, elle a accepté. Très bien. Si tu penses que c'est nécessaire. Sois là demain à 15 heures. Le lendemain, Marceau m'a accompagné, se garant au coin de la rue comme nous l'avions convenu. 15 minutes, pas une de plus, m'a-t-il rappelé en me tendant la petite clé USB noire. Elle était froide dans ma main moite. Si je t'appelle, tu inventes n'importe quoi et tu sors. Mon cœur cognait contre mes côtes alors que je marchais dans l'allée familière. Chaque gravier qui crissait sous mes pas semblait crier « traîtresse ». Elle m'a ouvert elle-même. Son visage arborait une expression de tristesse étudiée. Entre, Apolline. Le salon était impeccablement rangé, silencieux.
J'ai repéré ma cible, le routeur, une petite boîte noire avec des lumières clignotantes, était posée sur une console en bois dans le couloir qui menait aux toilettes. Parfait. La conversation a commencé. C'était un monologue de sa part, un flot de justifications, de « c'est pour ton bien », de « tu comprendras un jour ». Je l'écoutais à peine, mon esprit entièrement concentré sur ma mission. J'ai sorti de mon sac un livre appartenant à mon père. Je suis venu te rendre ça. Je le lui ai tendu. Puis, j'ai joué ma carte maîtresse. Je peux utiliser les toilettes avant de partir? Bien sûr, a-t-elle dit, surprise par ma demande prosaïque au milieu d'un tel drame. Je me suis levée, j'ai fait quelques pas dans le couloir. Mon cœur allait exploser. J'ai, accidentellement, heurté la console avec mon sac. Un petit vase qui s'y trouvait a vacillé et s'est renversé, répandant de l'eau sur le parquet précieux. Oh, mon Dieu! Quelle idiote, je suis tellement désolée, ai-je crié, avec plus de conviction que je ne l'aurais cru. Comme prévu, son obsession pour la perfection a pris le dessus. Fais attention enfin. Ne bouge pas, je vais chercher une éponge, a-t-elle pesté en se dirigeant vers la cuisine. C'était ma fenêtre. 20, peut-être 30 secondes. Mes doigts tremblants ont sorti la clé. J'ai tâtonné pour trouver le port USB à l'arrière du routeur. Je l'ai enfoncé. Une minuscule diode sur la clé s'est allumée. J'ai compté dans ma tête. 1, 2, 3. La lumière a clignoté, rapidement. Le signal. J'ai arraché la clé juste au moment où j'entendais ses pas revenir. Je l'ai glissée dans ma poche et me suis redressée, le visage rouge. Elle est revenue en grommelant. J'ai continué à m'excuser platement. Elle ne s'est doutée de rien. 5 minutes plus tard, j'étais dehors, marchant, puis courant presque, jusqu'à la voiture. J'ai ouvert la portière, le souffle court. Marceau m'a regardé. J'ai ouvert ma main. La clé était là. C'est fait, ai-je haleté. Le cheval de Troie était dans la place. Le retour à la maison s'est fait dans un silence électrique. Je n'arrêtais pas de regarder dans le rétroviseur, à moitié convaincu que ma mère allait surgir derrière nous, ayant découvert la supercherie. Une fois la porte de notre maison refermée, j'ai enfin pu respirer. J'ai envoyé un simple message à Thibaut, le cheval est dans Troie. Sa réponse a été quasi instantanée. Parfait. Maintenant, silence radio. Je te contacte dès que j'ai quelque chose. Ça peut prendre plusieurs heures. Ces heures ont été les plus longues de mon existence. Nous avons essayé de jouer avec Augustine, de lire une histoire, mais nos esprits étaient ailleurs. Chaque vibration de mon téléphone était un sursaut. Marceau faisait les 100 pas dans le salon, incapable de tenir en place. C'était un purgatoire, cette attente entre le désespoir et l'espoir. À 21h32, un email est arrivé. L'expéditeur était une adresse cryptée que Thibaut m'avait donnée. L'objet, la séance de cinéma est prête. Mon cœur a raté un battement. En pièce jointe, un seul fichier vidéo, nommé verit.mp4. J'ai connecté mon ordinateur portable à la télévision du salon. Je voulais que Marceau voie en même temps que moi. J'ai cliqué sur le fichier. L'écran s'est allumé, affichant une vue plongeante et d'une clarté cristalline du salon de mes parents. L'horodatage en bas de l'écran indiquait la date de la fête, 22h47. C'était quelques minutes après notre départ. La scène était vide au début. Puis, la porte du couloir s'est ouverte et ma mère est entrée dans le champ. Son visage n'était plus celui de l'hôtesse charmante et affligée. Il était dur, tendu, presque mauvais. Elle a traversé le salon, a ouvert un petit tiroir secret que je n'avais jamais remarqué dans le flanc de la grande cheminée en marbre. Elle en a sorti la broche en jade. Un cri étranglé m'a échappé. Elle l'avait caché. Elle ne l'avait jamais perdu. Mais le pire était à venir. Nous l'avons regardé remonter le couloir, se dirigeant vers l'entrée où le petit sac à dos rose d'Augustine était posé sur une chaise. Elle a jeté un regard rapide par-dessus son épaule, une précaution de voleuse dans sa propre maison. Puis, avec une efficacité glaçante, elle a ouvert le sac, y a glissé la broche, et l'a refermé. Et là, l'insoutenable. Elle s'est redressée. Et elle a souri.
Ce n'était pas un simple sourire. C'était un rictus de triomphe absolu, un sourire de pur mépris, de pure satisfaction malveillante. Le sourire de quelqu'un qui vient de détruire quelque chose et qui en jouit. Ce sourire a brisé la dernière parcelle d'amour filial qui pouvait encore subsister en moi. C'était le visage du diable. À côté de moi, Marceau a laissé échapper une bordée d'injures. Je suis restée muette, pétrifiée. La preuve n'était pas seulement accablante, elle était obscène. C'était la dissection en direct d'une âme noire. Nous sommes restés là, hypnotisés par l'écran, bien après la fin de la courte séquence. Le silence dans la pièce était lourd de tout ce qui venait de mourir. Puis, la tristesse a reflué, remplacée par une colère froide, chirurgicale. Ma première pensée a été de lui envoyer cette vidéo, de la forcer à se regarder. Mais à quoi bon? Un monstre ne reconnaît jamais son propre reflet. L'ASE, a dit Marceau d'une voix rauque. Envoie-leur. Tout de suite. Il avait raison. La protection de notre fille passait avant tout. J'ai ouvert ma boîte mail. J'ai transféré le message de Thibault à Madame Girard. Je n'ai ajouté aucun commentaire, aucune explication. Juste une phrase simple et définitive. Madame, voici la vérité. L'appel est arrivé moins d'une heure plus tard. La voix de l'assistante sociale était à peine reconnaissable. Elle bafouillait. Madame Valois. Mon Dieu, nous avons visionné la vidéo. Je suis sans voix. C'est monstrueux. Je vous présente, au nom de nos services, nos plus plates excuses. L'enquête vous concernant, bien entendu, immédiatement et définitivement close. Elle a marqué une pause. Soyez assurés qu'une autre enquête, d'une toute autre nature, sera ouverte dès demain matin à l'encontre de vos parents. Nous allons faire un signalement au procureur. Le mot « monstrueux », prononcé par une professionnelle habituée aux pires drames humains, a validé tout ce que je ressentais. Le soulagement a été une vague immense, si puissante qu'elle m'a laissé sans force, vidée, mais enfin, en sécurité. Augustine était sauvée. Mais moi, je savais que ma guerre personnelle ne faisait que commencer. La semaine qui a suivi la révélation a été un entre-deux étrange, un no man's land émotionnel. La menace immédiate avait disparu. La machine de l'ASE, qui nous paraissait si terrifiante, avait fait volte-face et pointait désormais son regard inquisiteur vers mes parents. Augustine était en sécurité, ignorant tout du cataclysme que nous venions de traverser. La vie aurait dû reprendre son cours, mais c'était impossible. Le poison était toujours là, attendant l'antidote. L'antidote, je le savais, ne viendrait pas de la justice des hommes. L'assistante sociale m'a rappelé, comme elle l'avait promis, pour m'informer que le signalement au procureur de la République avait été officiellement déposé pour dénonciation calomnieuse et mise en danger morale d'un mineur. C'était une victoire, certes, mais une victoire administrative, une ligne dans un dossier. Cela ne réparait rien. Cela ne guérissait rien. Ce qui était le plus assourdissant, pendant ces 7 jours, c'était le silence. Un silence de mort venant de ma famille. Après le premier jour, où mes parents avaient dû recevoir l'appel de l'ASE les informant de l'enquête, leurs téléphones se sont tus. Plus d'appels, plus de messages. Rien. Ma tante Béatrice, mon oncle Michel, les cousins, tous s'étaient évaporés dans un silence assourdissant de honte et de lâcheté. Aucun n'a eu le courage d'appeler pour dire « Je suis désolé, je n'aurais pas dû te juger ». Leur silence était plus méprisant encore que leurs accusations. Il signifiait que leur loyauté allait à la préservation de leur confort, pas à la vérité. Chaque jour qui passait, une bataille faisait rage en moi. Il y avait la voix de la vieille Apolline, celle qui avait été élevée pour éviter les vagues, pour préserver l'harmonie de façade. Cette voix me murmurait de laisser tomber. « Tu as gagné, disait-elle. Tu as prouvé ton point. Coupe les ponts, protège ta famille et passe à autre chose. À quoi bon remuer la boue ? » Mais une autre voix, plus forte, plus dure, s'élevait. La voix de la mère louve. La voix de la femme trahie. Cette voix me disait que le silence n'était pas la paix. C'était une abdication. Laisser ma mère s'en tirer avec une simple procédure légale qui mettrait des mois, voire des années, à aboutir, c'était lui permettre de continuer à jouer son rôle de grande dame respectable dans son petit monde doré.
Ses amis ne sauraient jamais. Le reste de la famille ferait semblant d'oublier. Et le crime, dans sa dimension sociale, resterait impuni. Ma décision a été prise un soir, alors que je bordais Augustine. Elle m'a serré fort dans ses bras et m'a dit « Je t'aime, maman ». Dans ses yeux, il n'y avait qu'amour et confiance. Et j'ai su. J'ai su que je ne le faisais pas seulement par vengeance. Je le faisais par justice. Pour elle. Pour l'enfant innocente qu'on avait voulu souiller. Pour que personne ne puisse jamais plus douter de sa valeur, de sa place légitime dans notre famille et dans ce monde. Ma mère avait voulu détruire ma famille en s'attaquant à ce qui était le plus important pour elle, la réputation. C'était donc sur ce terrain que la bataille finale devait avoir lieu. Elle avait bâti un empire sur l'illusion de la perfection. J'allais faire de cet empire un champ de ruines. J'ai regardé le calendrier. La grande réception pour leurs 50 ans de mariage était dans 3 jours. Le timing était parfait. Le spectacle devait avoir lieu sur la scène qu'elle chérissait le plus, devant le public qu'elle vénérait. La chute n'en serait que plus spectaculaire. Le samedi de la fête est arrivé. Le temps était magnifique, un de ces jours d'automne parfaits où le ciel est d'un bleu intense et où le soleil dore les feuilles des arbres. Un temps de célébration. Un temps d'apocalypse. Je n'ai ressenti aucune nervosité. Juste une sorte de calme opératoire, la concentration d'une démolisseuse avant d'appuyer sur le bouton. J'avais passé la veille à préparer mon offensive. J'avais récupéré, via les réseaux sociaux et de vieux carnets d'adresses, les numéros de téléphone de tout ce que le cercle de mes parents comptait de plus important. Leurs amis de toujours, leurs partenaires de bridge, les membres du club de golf, les voisins avec qui ils rivalisaient de perfection. Une liste d'une 30aine de noms. La cour du roi et de la reine. À 19 heures précises, alors que je les imaginais en train de recevoir leur premier invité, le champagne à la main, j'ai agi. J'ai créé un groupe sur une application de messagerie instantanée. Je l'ai nommé, avec une ironie mordante, « Joyeux anniversaire Clotilde et Amaury ». J'y ai ajouté tous les numéros de ma liste. Puis, j'ai joint le fichier « verit.mp4 ». Et j'ai appuyé sur « Envoyer » sans un mot. J'ai posé le téléphone sur la table. L'effet n'a pas été immédiat. Pendant 1 minute, qui m'a paru une éternité, il ne s'est rien passé. Puis, l'écran s'est allumé. Un message. Puis 2. Puis ce fut un déluge. Des points d'interrogation. Des « qu'est-ce que c'est que ça ?» Et puis, des messages de gens qui quittaient le groupe, comme s'ils fuyaient une scène de crime. Le premier appel est venu d'un numéro masqué. J'ai hésité, puis j'ai décroché. C'était une femme, la voix tremblante. C'est Madame de Valois. Apolline, je vous en prie. Dites-moi que ce n'est pas vrai. C'est un deepfake, n'est-ce pas? Non, madame, ai-je répondu d'une voix neutre. C'est la vérité, dans toute sa splendeur. Je suis sûre que vous saurez quoi faire de cette information. Bonne soirée. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Et enfin, l'appel que j'attendais. Celui qui allait clore le chapitre. Le nom, maman, s'est affiché. J'ai inspiré profondément, j'ai laissé sonner 3 fois, imaginant sa panique, les regards de ses invités, son monde qui s'écroulait en direct. Puis j'ai décroché. Apolline. Son cri était inhumain, un mélange de fureur et de désespoir absolu. Tu as-tu fait, espèce de monstre? Tu as tout détruit. Notre vie entière. Notre réputation. Je suis restée silencieuse. Je l'ai laissé hurler, se vider de sa haine. C'était fascinant, dans un sens. Même prise la main dans le sac de la manière la plus abjecte, elle ne s'excusait pas. Elle ne regrettait pas son acte. Elle regrettait de s'être fait prendre. Sa seule préoccupation était son image, son statut. Quand ses cris se sont transformés en sanglots haletants, j'ai pris la parole. Ma voix était si calme qu'elle en était terrifiante. La réputation, ai-je dit, détachant chaque syllabe. C'est donc ça, la seule chose qui a de la valeur à tes yeux. Tu as été prête à sacrifier l'âme d'une enfant de 9 ans sur l'autel de ta réputation. J'ai passé 35 ans de ma vie à essayer de mériter un amour que tu étais incapable de donner. Aujourd'hui,
Je comprends enfin. On ne peut pas attendre de la chaleur d'un iceberg. Tu nous as tués socialement? A-t-elle gémi. Non, l'ai-je corrigé. Je ne vous ai pas tués. Je n'ai fait qu'allumer la lumière dans la pièce. Si les gens sont horrifiés par ce qu'ils voient, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute du monstre qui se cachait dans l'obscurité. Adieu, Clotilde. J'ai utilisé son prénom. Pour la première fois. C'était la dernière étape de ma libération. Ce n'était plus ma mère. C'était juste Clotilde. Sur ce mot, j'ai mis fin à l'appel. Puis, j'ai ouvert mon répertoire. J'ai trouvé son contact, et celui de mon père. J'ai appuyé sur l'option « Bloquer ce correspondant ». Un petit clic. Un son insignifiant pour un acte d'une portée sismique. Le cordon ombilical, toxique et empoisonné, venait d'être définitivement tranché. Les mois qui ont suivi ont été comme une longue et lente expiration après avoir retenu sa respiration trop longtemps. Le silence de mes parents était désormais permanent, un silence que j'avais moi-même imposé. La vague de choc de leur implosion sociale nous est parvenue par bribes, via Thibaut. La fête avait tourné au désastre, la plupart des invités inventant des prétextes pour s'éclipser. Mes parents s'étaient terrés chez eux, annulant tous leurs engagements, devenant des parias dans le monde qu'ils avaient passé leur vie à courtiser. La justice, de son côté, avançait à son rythme d'escargot, mais cela n'avait plus d'importance. La vraie sentence avait déjà été rendue. Notre vie, en revanche, a recommencé à fleurir. Libérée du poids constant du jugement de ma mère, je me sentais plus légère, plus moi-même. Notre maison n'était plus seulement un refuge, c'était un royaume de paix. Marceau et moi étions plus soudés que jamais, notre couple ayant été forgé dans le feu de l'adversité. Et Augustine? Augustine était notre soleil. Un après-midi, alors que nous étions au parc, elle a couru vers moi après avoir réussi à grimper tout en haut du toboggan, le visage rouge d'effort et de fierté. Elle s'est jetée dans mes bras, et m'a dit, avec le sérieux d'un enfant qui dit la chose la plus importante du monde, « Tu es la meilleure maman de tout l'univers. » À cet instant, toutes les blessures du passé ont semblé s'effacer. C'était ça, la vraie lignée. Pas celle du sang, mais celle du cœur. Pas celle qu'on hérite, mais celle qu'on choisit, qu'on construit, et qu'on protège de toutes ses forces. Cette épreuve m'a enseigné que les liens les plus toxiques sont souvent ceux que l'on croit sacrés. Elle m'a appris que le courage n'est pas d'endurer, mais de savoir partir. Couper les ponts avec un membre de sa famille n'est pas un échec. C'est parfois le seul chemin vers la guérison, un acte radical d'amour envers soi-même et envers ceux que l'on a choisi de protéger. Si mon histoire résonne en vous, si vous aussi, vous avez dû faire face à la trahison là où vous attendiez de l'amour, si vous avez dû vous battre pour votre sanctuaire familial, partagez votre expérience dans les commentaires. Vos mots peuvent être une lumière pour quelqu'un qui se sent seul dans l'obscurité. N'oublions jamais que nous avons le droit de définir notre propre famille et que nous méritons un amour qui nous construit, pas un qui nous détruit. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour la soutenir, et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits sur la résilience et la force de se réinventer. Prenez bien soin de vous, et de votre paix intérieure. Elle est précieuse.